Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être légère pour compenser la dernière sur les objets. Comme on a pu le voir, un objet est un élément très puissant qui a l'avantage d'offrir plein de possibilités, mais qui parfois peut être un peu contraignant à manier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir comment alléger certaines fonctionnalités et rendre ça plus agréable. C'est parti! Dans certains cas, on va avoir besoin de faire des opérations mathématiques sur certains objets. Un exemple tout bête qui illustre bien mon propos, une bourse. J'avais déjà pris dans des vidéos précédentes des exemples de variables bourses dans lesquelles on pouvait stocker des pièces de bronze. On faisait ensuite un traitement pour afficher un nombre de pièces d'or, d'argent et de bronze pour avoir un rendu plus agréable. On peut très bien imaginer qu'au lieu d'avoir une variable, on crée un objet bourse avec comme attribut valeur et des méthodes du genre payer, remplir, afficher, etc. Du coup, lors de certaines interactions, par exemple un loot, on va récupérer des pièces pour faire grandir notre bourse. Au lieu de faire des manipulations du genre création de méthode, appel de la méthode en attribuant le paramètre loot, etc., c'est long et pas des plus agréables niveau lisibilité, ça serait tellement plus joli et agréable de faire comme si on utilisait de simples variables et d'avoir un truc du style bourse égale bourse plus loot. Ben c'est faisable et ça s'appelle la surcharge d'opérateurs. Tout d'abord, il faut bien avoir à l'esprit que tous les objets ne se prêtent pas à ça. Additionner deux objets bâtiments ne serait pas très logique. On cherchera à mettre en place la surcharge d'opérateurs sur des objets logiquement prédestinés à cette utilisation, des valeurs, du temps, etc. Pour continuer sur notre exemple de la bourse, on peut donc créer une classe bourse dans un fichier H qui pourrait ressembler à ça. On écrira classe bourse, et entre accolades, la section publique, le constructeur bourse, avec des paramètres int gold égale 0, int argent égale 0 et int bronze égale 0. Et en privé, les attributs int m or, int m argent et int m bronze. J'ai mis égale 0 pour ne pas avoir à renseigner de valeur si ce n'est pas nécessaire. Pour commencer, notre personnage aurait une bourse vide, l'appel donnerait donc bourse, bourse perso, les valeurs d'or, d'argent et de bronze seraient donc à 0. Puis un montant à loot par type de créature, bourse, bourse loup, on mettrait par exemple 002, bourse, bourse golem, si on met 1, ça serait une pièce d'or, et bourse centaure, on mettrait 0,8, et là ça voudrait dire qu'il aurait 8 pièces d'argent. On va maintenant développer ça dans le fichier CPP. Alors attention, j'avais parlé dans un ancien épisode de l'espace alloué en mémoire pour chaque type de variable. Ça sous-entend que la valeur que peut stocker un type de variable est donc limitée. Pour prendre le cas d'un int par exemple, la valeur maximale autorisée va être stockée sur 4 octets, soit 32 bits. Numériquement parlant, ça va donc correspondre à 2 puissance 32, mais un bit sera réservé à stocker le signe de l'entier. La valeur maximale sera donc de 2 puissance 32 moins 1, soit 2 147 483 647. Ça dépend du compilateur, mais en général, c'est cette valeur. Info supplémentaire en passant, si on rajoute la ligne include limits, on peut faire appel à une variable constante dans laquelle cette valeur max de int est stockée. Elle s'appelle d'ailleurs int max. Pour faire les choses relativement proprement, s'il y a un cin, on pourra checker le fait que les valeurs qui vont être injectées ne dépasseront pas cette limite. Le check se fera assez simplement. On déclare et on initialise une variable test int à 0. On fait un premier test si cin test, ça fait un comparatif de test plus petit ou égal que int max. Alors on va afficher la variable test. Sinon, on écrira que la valeur dépasse la limite autorisée. Et on peut faire un test pour voir que ça fonctionne bien. L'erreur pouvant venir d'une erreur de saisie de l'utilisateur, il est du devoir du développeur de ne pas faire cette erreur dans l'initialisation de la variable. Dans notre cas, il n'y aura donc pas de check à ce niveau-là, mais on effectuera une conversion si les valeurs des pièces de bronze et d'argent dépassent 100. Si on a 150 pièces de bronze par exemple, au final ça va faire 50 pièces de bronze et une pièce d'argent.
On va donc écrire bourse, bourse, entre parenthèses int gold, int argent et int bronze. Pour la liste d'initialisation, on va dire que M or vaut gold, M argent vaut argent et M bronze vaut bronze. Et ensuite, dans les accolades, on va faire la conversion. On va commencer par le bronze, on va dire que si bronze est supérieur ou égal à 100, alors M bronze va valoir bronze modulo 100, argent vaudra argent plus bronze divisé par 100, on met pas de sinon, et on met un autre if, si argent est supérieur ou égal à 100, M argent vaudra argent modulo 100, et M or vaudra gold plus argent divisé par 100. Et enfin, on va créer deux objets dans le fichier principal. Bourse perso 01, qui sera la bourse du personnage principal, avec une pièce d'argent. Et une bourse loot, qu'on va initialiser par exemple à 1,5987, donc une pièce d'or, 59 pièces d'argent et 87 pièces de bronze. Histoire d'avoir une vue sur les objets qu'on a créés et pour vérifier que tout fonctionne bien, on va également créer une méthode rapidement pour afficher les montants de chaque valeur traitée. Dans le fichier hash, on va donc écrire sous public void afficher const. Et dans le fichier cpp, void bourse afficher parenthèse const. On va développer, dedans il y aura cout, on va afficher l'attribut or, avec un texte indiquant que c'est l'or, ensuite l'attribut d'argent, avec le texte indiquant que c'est l'argent, et enfin l'attribut de bronze, avec un texte indiquant que c'est le bronze. On pourra ainsi, dans le fichier principal, afficher les deux bourses qu'on vient de créer, en utilisant bourseperso.afficher et bourseloot.afficher. On peut également créer une bourse test pour voir si le traitement se fait bien en mettant des valeurs supérieures à 100, comme par exemple bourse test 17 601 1586. Et on l'affiche avec un boursetest.afficher. Et on voit que tout se passe bien, notre constructeur est bien fonctionnel. Dans un premier temps, on va mettre en place le fait de tester l'égalité des deux premiers objets. L'autre, on peut le supprimer, on s'en fiche, c'était juste pour tester. Pour ça, on va créer une fonction dans les fichiers objets, mais en dehors des classes. Cette fonction booléenne est particulière et a un nom bien précis, opérator égale égale. Son prototype, à mettre dans le fichier hash donc, hors classe, en dessous de la classe, et le suivant, bool opérator égale égale, entre parenthèses, const bourse esperluette premier objet, virgule, const bourse esperluette second objet. Maintenant, il va falloir développer la fonction et définir ce qu'elle va devoir faire. Une des solutions possibles est de comparer chaque élément de l'objet. S'ils sont tous égaux, alors les deux objets sont égaux. Notre cas est simple, donc on pourra s'accommoder de cette façon de faire, mais pour d'autres objets, il faudra déterminer quels sont les éléments à comparer ou ajouter pour pouvoir utiliser ce principe. On va donc pouvoir écrire bool opérator égale égale, entre parenthèses const bourse esperluette premier objet, virgule, const bourse esperluette second objet. On ouvre l'accolade et on dit si l'attribut or du premier objet est égal à l'attribut or du second objet et que l'attribut argent du premier objet est égal à l'attribut argent du second objet et que l'attribut bronze du premier objet est égal à l'attribut bronze du second objet, alors on retourne vrai. Sinon, on retourne faux. Mais comme on l'a vu dans la vidéo précédente, on ne peut pas lire les attributs en dehors de la classe. Cette façon de faire n'est donc pas possible. Pour ceux qui ont vu l'épisode précédent, le réflexe que vous allez avoir, en tout cas j'espère si vous avez tout suivi, c'est de proposer de faire des accesseurs, ce qui serait une solution effectivement, mais il en existe une autre. L'idée ici, ça va être de créer une méthode dans la classe qui va s'occuper de faire la comparaison et de l'appeler dans la fonction. La méthode n'aura aucun problème pour accéder aux attributs et elle renverra ce qu'attend la fonction. On va commencer par écrire le prototype de la méthode qu'on peut appeler est égal. Comme ça va renvoyer un booléen, on va commencer par écrire bool est égal, entre parenthèses, bourse const et second objet.
On ferme la parenthèse, et comme c'est une valeur constante, on finit par un const. On passe au développement dans le fichier CPP, on reprend le prototype, et dans les accolades, on va mettre ce qu'on avait mis dans la fonction juste avant. Sauf qu'il y a une façon plus rapide d'écrire ça, on l'a vu dans la dernière vidéo, ça fait un petit rappel. On peut écrire directement return, entre parenthèses, les comparaisons. Ça fera directement les comparaisons et ça retournera vrai ou faux. Maintenant que cette méthode est faite, on va retourner dans l'opérateur et on va tout simplement l'appeler en écrivant return, premier objet, point est égal à, entre parenthèses, second objet. Et voilà! Maintenant, dans la fonction principale, on pourra faire l'appel de cette fonction en indiquant uniquement l'opérateur de comparaison égal. Pour ça, on met simplement un if en place avec une phrase en fonction de si c'est égal ou pas à afficher, et on modifie les valeurs de bourse perso et bourse loot pour qu'elles soient différentes ou égales pour tester les deux cas. Sur le même principe, on va pouvoir mettre en place l'opérateur différent de, qui s'écrit point d'exclamation égal, en se basant sur l'opérateur d'égalité. On ajoutera simplement le prototype dans le fichier hash, bool opérator point d'exclamation égal, entre parenthèses, const bourse et premier objet, virgule, const bourse et second objet, ainsi que son développement dans le fichier CPP. On va mettre entre accolades, return, non, donc point d'exclamation, entre parenthèses, premier objet égal, second objet. On va se servir de l'opérateur d'égalité qu'on a créé juste avant. Et c'est tout. Facile, non ? Dans l'esprit, on va pouvoir créer un opérateur de comparaison de grandeur, plus petit ou plus grand. On va commencer par le comparateur strictement plus grand. Comme tout à l'heure, on va commencer par le prototype. On va écrire bool, opérator chevron plus grand que, comme tout à l'heure, entre parenthèses, les références constantes de premier objet et second objet, et entre accolades, on met return, premier objet, et plus grand que, second objet. On va donc créer le prototype de la méthode et plus grand que, en écrivant bool, bourse et plus grand que, entre parenthèses, la référence constante du second objet, ferme la parenthèse, const. Et entre accolades, on va faire des tests, on va écrire si l'attribut OR est strictement plus grand que l'attribut OR du second objet, alors on retourne directement vrai. Sinon, si l'attribut d'or est égal à l'attribut d'or du second objet et que l'attribut d'argent est strictement plus grand que l'attribut d'argent du second objet, alors on retourne vrai. Sinon, si l'attribut or et l'attribut argent sont égaux aux attributs or et argent du second objet, et que l'attribut bronze est strictement supérieur à l'attribut bronze du second objet, alors on retourne vrai, sinon on retourne faux. Cette façon d'écrire super moche, c'était pour bien dissocier tous les cas possibles, mais on peut écrire tout ça sur une seule ligne, en séparant les cas avec des ou, ce qui va donner exactement le même résultat. De la même façon qu'on s'était servi de l'opérateur d'égalité pour créer l'opérateur de différence, on va pouvoir se servir de l'opérateur est plus grand que pour créer l'opérateur est plus petit que et les opérateurs plus grand ou égal et plus petit ou égal. Si vous voulez vous entraîner à les écrire, faites-le, dans notre cas actuel, c'est pas vraiment utile. Cette partie, c'était les opérateurs de comparaison. On va maintenant passer aux opérateurs arithmétiques, donc pour les opérations. On va commencer par une certaine catégorie d'entre eux, les opérateurs raccourcis. J'en avais parlé au tout début, vous savez, au lieu d'écrire variable égale variable plus 1, 2, 3, on l'écrira plutôt comme ça, variable plus égale 1, 2, 3.
Pour utiliser cet opérateur avec les objets, il va falloir changer notre façon de faire. Cet opérateur va modifier un des deux objets, la valeur ne sera donc pas constante et va donc devoir avoir accès directement aux attributs. Il va donc falloir le déclarer non pas comme une fonction, mais directement en tant que méthode. On va donc avoir le prototype dans le fichier hash, on écrira void operator plus égal, entre parenthèses, const, bourse et autre bourse. Là je peux mettre const pour autre bourse parce que c'est pas celle-là qui va être modifiée, c'est l'autre. Et ensuite le développement dans le fichier CPP, où dans les accolades on écrira mbronze plus égal l'attribut bronze de l'autre bourse, margent plus égal l'attribut d'argent de l'autre bourse, et or plus égal l'attribut or de l'autre bourse. Sans oublier qu'il va y avoir peut-être un dépassement de la limite pour les pièces de bronze et d'argent, il faudra donc faire la conversion du surplus. On va donc rajouter les lignes margent plus égal mbronze sur 100, mbronze modulo égale 100, et sur le même principe, or plus égal margent sur 100, et margent modulo égale 100. Petite info complémentaire, en vrai, un opérateur raccourci ne doit pas être déclaré en void. Il devrait retourner une référence avec un return particulier. On devrait donc l'écrire comme ça, en remplaçant void par bourse esperluette, et on finit par return étoile vis. On va considérer ça comme une règle à suivre et on verra plus tard le pourquoi. On peut maintenant faire un test dans la fonction principale en modifiant les valeurs des deux bourses créées, histoire de voir que l'addition se fasse bien. On a donc notre nouvel opérateur raccourci, mais imaginons qu'on a plusieurs loots à ramasser, on va pas les faire un par un. L'idée serait de les additionner afin de pouvoir ramasser un loot unique. On devrait donc pouvoir écrire quelque chose du style bourse loot final égale bourse loot 1 plus bourse loot 2, etc. Et utiliser l'opérateur créé juste avant pour l'ajouter à la bourse perso. Dans l'idée de ce qu'on vient de faire, on va donc avoir un prototype d'opérateur, donc extérieur à la classe, qui va ressembler à ça. Bourse opérateur plus, entre parenthèses, const bourse et bourse perso, et const bourse et bourse loot. Ça va retourner un résultat, donc on déclare bourse. Et en le développant, dans les accolades, on écrira bourse perso plus égal bourse loot et return bourse perso. Le problème qu'on a, c'est que bourse perso est déclarée en tant que constante. Du coup, on ne pourra pas faire comme ça. Si on veut garder les paramètres en tant que constante, on va devoir créer un intermédiaire pour effectuer l'opération et stocker le résultat. On va donc avoir quelque chose qui ressemblerait à ça. On va commencer par créer une bourse résultat qu'on va initialiser avec bourse perso et qui va avoir l'avantage d'être modifiable. Et on change ensuite les appels de bourse perso par les appels de résultat. Et voilà, maintenant dans notre fonction principale, on va pouvoir additionner nos objets tranquillement. Et on peut même ajouter plusieurs loots d'un coup pour aller plus vite, ça fonctionne. Sur le même principe, on pourra créer tous les opérateurs dont on a besoin. Un petit dernier pour la route ? Allez. On a vu la dernière fois que si on voulait afficher des attributs, il fallait créer une méthode qui allait le faire, et dans la fonction principale, appeler la méthode. Comme on l'a fait là avec la méthode affichée. Pour ceux qui trouvent ça pas forcément très pratique, il est possible de visualiser un objet avec un cout. Mais vous le voyez venir, pas nativement. En fait, cout, comme sin, ça utilise un opérateur, plus précisément un opérateur de flux, le fameux chevron-chevron. Et notre classe bourse, elle est inconnue de cet opérateur. Comme pour les autres opérateurs qu'on a vus juste avant, on va donc pouvoir écrire une surcharge pour cet opérateur. Tout d'abord, cout est introduit avec IOStream. Cout est donc un objet de la classe OStream. Du coup, si on suit la logique de ce qu'on a fait avant, on devrait aller modifier la classe OStream, sauf que on peut pas. On n'y a pas accès. Mais c'est pas grave, on va faire ça autrement. L'idée, ça va être d'écrire une fonction qui va renvoyer une référence à l'objet de la classe OStream. On va donc préparer le prototype de la fonction comme ça. On commence par ajouter include IOStream dans le fichier hash et std : devant le type OStream. On ajoute une esperluette, opérator chevron-chevron, dans le sens du cout, et entre parenthèses, std : OStream, esperluette flux sortant,
virgule, l'objet à afficher, donc bourse, const esperluette, bourse. On implémente ça dans le fichier CPP en indiquant simplement return flux sortant. La référence que j'appelle flux sortant, c'est en fait un cout, mais ça va poser problème de l'appeler cout, il va y avoir conflit de nom. Donc je l'appelle flux sortant pour que le programme apprécie. Pour afficher la bourse, il faudra donc avoir accès aux attributs, ce qui implique qu'on va modifier la méthode qu'on avait créée et l'appeler dans la fonction. On va donc ajouter une ligne dans la fonction d'opérateur, où on va appeler la fonction afficher en indiquant en paramètre flux sortant, et on modifie le prototype de la méthode d'affichage dans le fichier H, en indiquant en paramètre std2.2. au stream et flux sortant, sans oublier bien sûr de modifier le fichier CPP, pour lequel on rajoute le paramètre dans les parenthèses et on remplace le cout par flux sortant. Et voilà, maintenant dans notre fonction principale, on va pouvoir ramasser un loot et afficher la bourse du perso pour savoir combien on a d'argent très simplement. On va créer une bourse perso et une bourse loot avec des valeurs aléatoires, et faire 2 affichages bidons, tout ça pour afficher la bourse loot, et pour afficher la bourse perso, ainsi que l'addition des deux. C'est vrai que c'est quand même plus agréable, non ? Merci d'avoir suivi cette vidéo, la prochaine sera, pas évidente. Alors profitez-en pour vous détendre sur la surcharge d'opérateurs, c'était joli et confort, que du bonheur. N'hésitez pas à faire d'autres tests de votre côté, de créer d'autres opérateurs, c'est en pratiquant qu'on apprend le mieux. À bientôt!